Salut Julien! Salut Samir! Salut à toi qui nous écoute et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Alors, aujourd'hui Julien, C'est moi, bonjour. on leur revient avec un tout nouveau sujet. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Eh ben, on va te parler de comment survivre dans ce monde de dingue. Voilà, Comment survivre dans un monde qui part en sucette? qui est ou en en crise, cacahuète, qui peu part en sucette. Alors pas à tous les niveaux, heureusement, parce qu'il y a plein de choses qui vont quand même super bien. Heureusement. Mais il y a des choses aussi qui sont pas forcément très réjouissantes. Et qu'on le veuille ou pas, ça nous influence, ça nous impacte dans notre psychologie, dans nos émotions, dans nos réactions, nos décisions aussi. Ça joue sur plein de points. Ouais, exactement. Avant de commencer ce podcast, on va te demander de liker, commenter et partager pour participer toi aussi à cette dynamique du changement vers un monde meilleur. Absolument. On compte sur toi. Alors comme tu l'as dit Julien, effectivement, heureusement, ça part pas en cacahuète sur tous les points, mais effectivement, il y a des points majeurs. Et en ce moment, on est justement au début, même si on est déjà dedans, d'une grande crise qui peut être économique, environnementale, politique, sociale, sanitaire. Et en fait, face à cette crise qui nous pend au nez, il peut être normal de ressentir de l'inquiétude et de la peur. Mais le truc, c'est que cette réaction-là, qui est un mécanisme de défense, est-ce que c'est une stratégie efficace? Alors non, effectivement, c'est pas forcément une stratégie efficace que de rentrer dans ce cycle de l'anxiété, de commencer à paniquer et de se poser mille et une questions, parce que c'est avant tout en fait des automatismes de défense et ces automatismes ne sont pas forcément nos meilleurs alliés pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller de l'avant. Et en fait, comme tu le dis, selon la situation dans laquelle on se trouve, peut-être qu'il y en a, c'est une crise vraiment économique, et il m'arrive parfois, quand je vais faire les courses, j'ai pas à me plaindre personnellement, mais des fois je vois les tarifs qui sont appliqués dans les supermarchés, et je me demande comment certaines personnes en fait arrivent encore à manger aujourd'hui. Ouais. Donc c'est une situation qui est là, qui est bien présente. Alors il y a toujours eu, et j'aime pas utiliser ce mot-là, toujours, mais il y a eu toujours plus ou moins de personnes qui avaient effectivement des difficultés financières et qui avaient du mal à se nourrir correctement. Mais là, j'ai l'impression que il y a comme un élan en fait supplémentaire. On augmente la difficulté d'accès justement à la nourriture. Et j'espère que des mesures seront bien sûr prises prochainement par rapport à tout ça. Mais il y a aussi la crise environnementale. On nous rabâche les oreilles de la pollution, du réchauffement climatique, du ceci, du cela. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est du greenwashing? On fait aussi attention parce que derrière il y a des lobbies comme n'importe quel lobby qui sont là pour communiquer et pour diriger l'opinion publique vers de nouvelles entreprises, vers de nouvelles dépenses, vers de nouveaux services qui n'existaient peut-être pas jusque-là encore. Ouais. La politique qui a toujours le don de nous plomber le moral et de pas vraiment nous rassurer ou en tout cas nous montrer que les choses peuvent aller dans le bon sens. Alors, bien sûr, il y a plein de belles choses qui sont passées, il y a plein de belles choses qui se mettent en place, mais on n'en parle pas suffisamment. Et donc, social, sanitaire, bref, plein de points de crise. Et c'est vrai que face à tout ça, c'est très facile, finalement, de se retrouver en train de boucler dans notre esprit et de se mettre à stresser, de se mettre à paniquer par rapport à tout ça. Ouais, exactement, ouais. Et en fait, ce podcast, on a décidé de le faire pas pour te déprimer, mais au contraire, en fait, pour pouvoir te donner des clés au travers de la psychologie positive, pour pouvoir avancer sereinement, justement, en ces temps de crise, et d'utiliser justement ton énergie à bon escient, parce que malheureusement, si on tombe dans ces mécanismes de défense, qui est la peur, l'inquiétude, parfois même la haine, c'est des choses qui arrivent souvent dans les moments de crise, parce qu'on a cette tendance, en tout cas quand on n'est pas responsabilisé, à trouver les problèmes ailleurs, enfin, à rejeter la problématique sur les autres, on trouve des boucs émissaires, et tout ça, ça nous aide pas. Donc l'objectif ici, ça va être vraiment de te donner des clés pour pouvoir avancer sereinement. Et si justement on avance vers des jours moins bons, comment tu pourras faire pour recycler tout ça et pour pouvoir participer au renouveau? Parce qu'il faut pas oublier que c'est dans les moments de crise que très souvent certaines civilisations nouvelles ont émergé et qu'on a réussi à créer de nouvelles choses.
Ouais, tout à fait. Et en fait, j'ai envie de rebondir sur un des mots que tu as utilisé. Alors, ça fera un petit jeu de mots, ce sera le petit jeu de mots du Ouais. podcast. Mais Ah si là là tu es là comme là, nous et je que me tu prépare. préfères les bouquets de fleurs plutôt que les boucs émissaires, eh ben voilà, bienvenue dans cet épisode de podcast. Il y a les boucs émissaires et il y a aussi les boucs émisères. Les boucs émissaires, ouais, c'est aussi. Mais non, on va garder les fleurs si ça te va. D'accord, ça marche. Donc, oui, la psychologie positive nous apprend pas mal de choses. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur le nouveau programme qui sortira au mois de septembre Ouais. sur le sujet. Mais elle nous apprend, entre autres, un des mythes, en fait, de la psychologie classique, c'est de se dire, bah, si on se focus sur le négatif, bah, ça va être plus facile de le gérer et plus facile de l'anticiper et plus facile de le maîtriser. Et en fait, c'est tout l'inverse. Donc, l'idée ici, c'est pas de partir dans un autre extrême et de se croire au pays des bisounours, mais c'est vraiment de prendre les choses comme elles se présentent. Déjà, je pense que c'est un premier point clé face à une situation de crise, c'est de voir les choses comme elles sont, ni pire, ni meilleures, juste comme elles sont. Ouais. D'être les plus objectifs possibles, en disant, oui, on a traversé en fait une période de 2 années qui ont été très complexes, qui ont remis en question énormément de choses dans le fonctionnement de la société, qui a mis en stand-by l'économie de la société, donc qui a créé tout un tas de problèmes qu'on est en train de voir émerger aujourd'hui, et ils sont là. Donc on va pas faire l'autruche, on va pas mettre la tête dans le sable en se disant que ça va passer, mais juste de voir les choses comme elles sont, et pas pire. De pas laisser notre mental amplifier ça, au risque de se faire embarquer, en fait, encore un peu plus dans nos mécanismes de défense. Juste cette petite explication, les mécanismes de défense, ils sont là en nous, ils existent pour nous protéger. Et ils ont tendance à ressortir quand on n'a pas d'autres stratégies qui sont disponibles face à une Mmh. situation de crise, face à du stress ou un inconfort. Et l'idée ici, c'est qu'on va te donner des astuces, des stratégies pour que tu puisses, en fait, développer une autre manière de réagir face aux situations de crise. Parce que sinon, ce sont tes mécanismes de défense qui prennent le dessus, parce que ton système n'a pas accès à d'autres choses à ce moment-là. Et si tu veux pouvoir reprendre la maîtrise de ta vie, la maîtrise de tes résultats, la maîtrise de ce que tu fais, parce que Samir, tu l'as dit il y a quelques instants, c'est dans les périodes de crise où on a vu émerger de nouvelles civilisations, si on prend à cette échelle-là, mais c'est aussi dans les périodes de crise qu'on a eu les plus grandes réussites entrepreneuriales, c'est aussi dans les Mmh. périodes de crise qu'on a eu des transformations personnelles très importantes qui ont permis à bon nombre de personnes de grandir, d'avancer, de progresser comme jamais ils l'auraient fait avant. Exact. Et on prend aussi en compte que dans les moments de crise, il y a ceux qui partent dans l'autre sens, les civilisations qui disparaissent, les entreprises qui ferment leurs portes, les personnes qui s'effondrent. Donc on prend les deux côtés. Mais juste te Ouais. rappeler que la crise, c'est une situation, c'est un environnement particulier autour de toi, et tu as le choix, toi, à l'intérieur de cette crise, de savoir dans quelle direction tu vas vouloir te diriger. Et si tu veux te diriger dans la bonne direction, ça va être d'apprendre à sortir des automatismes pour développer d'autres stratégies de remplacement. Et on va t'en donner aujourd'hui dans ce podcast. Exactement. Justement aussi, pour ajouter des éléments à ce que tu disais, c'est que les périodes de crise sont nécessaires. En fait, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, on peut se mettre en réaction ou en opposition face à ça. C'est des choses qui arrivent depuis la nuit des temps et elles sont nécessaires. Il y a des périodes de croissance et des périodes de déclin. Donc ça fait partie de la nature, en fait. Ça fait partie même de l'histoire humaine. Et ça, c'est important de le garder. Ça sert à rien de se mettre en réaction face à ça. Parce que si on est à une période de déclin, une période de crise, c'est qu'à un moment ou l'autre, on a atteint l'apogée et que forcément, il va y avoir un renouveau. Il va y avoir des choses à revoir, peut-être un renouvellement des valeurs, un renouvellement des connaissances, un renouvellement aussi du mindset, tu sais, de penser différemment. Et ça c'est tout à fait normal. Et Julien, ça me fait rire, justement, mais c'est une petite aparté que je fais. Tu sais, toutes ces personnes qui luttent contre le changement et qui disent, bah tiens, en fait, il faut qu'on se batte. Ou encore, tu sais, toutes ces personnes là qui arrêtent pas de parler de grands remplacements et nous rabâcher ça H24. En fait, il faut savoir que dans l'histoire humaine, les civilisations ont évolué. Toutes les civilisations ont évolué, elles ont changé, elles se sont renouvelées, elles se sont enrichies d'autres civilisations. Aujourd'hui, il n'y a pas une civilisation qui est restée la même
depuis 10 ou 15 siècles, même peut-être même depuis 3 ou 4 siècles. Tout change, tout se renouvelle. Et c'est ça en fait, c'est que il y a deux possibilités. Soit tu te mets en opposition et honnêtement, c'est toi qui vas être brisé parce que ça va arriver, quoi qu'il arrive. Soit tu fais partie du changement et tu construis. Ouais, parce que quelque part, il y a deux points qui me viennent en tête. Le premier, c'est que soit tu t'adaptes au changement, Ouais. et ça veut dire qu'à ce moment-là, bah, tu te rends utile à ce qui est en train de changer, ce qui est en train de bouger. Donc il y a bien sûr une phase d'acceptation des changements, de ce qui est en train de se produire, et tu travailles à trouver ta place dans ce changement-là. Mm. Et l'autre option, c'est si tu en as l'énergie, l'intention et le pouvoir, bah c'est de déterminer quel changement tu veux voir se mettre en place. Exactement. Le changement est inévitable, et ce changement peut être un signe de progression ou de régression, mais quoi qu'il arrive, ça va bouger. Exact. Donc après, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux faire. Et on peut prendre l'exemple dans une entreprise. Imaginons que tu travailles dans une entreprise depuis X années et tu te rends compte que ton entreprise est en train d'effectuer des licenciements en masse parce qu'il y a des postes qui sont coupés qui deviennent inutiles, parce qu'il y a des choses qui ne servent plus. Bon, et ben là, tu as deux solutions. Soit, même trois, j'ai envie de dire. La première, c'est de subir et de te plaindre. La deuxième, c'est de te dire, waouh, c'est une super opportunité, je prends le licenciement, je prends le package, je m'en vais, je fais autre chose. Et le troisième, c'est de dire, ok, il y a du changement. Comment est-ce que je peux montrer à l'entreprise pour laquelle je travaille, avec qui j'ai envie de rester, que je suis encore utile et que je peux leur apporter plein de choses en créant un nouveau poste, en proposant un nouveau service, en proposant une nouvelle activité, en m'inscrivant en fait dans le changement qui est en train de se produire. Et là, dans les changements qu'il y a dans la société, c'est un petit peu la même chose. C'est soit je subis et je me plains et je pleure de mon côté, soit c'est l'occasion pour moi de tout quitter et de partir ailleurs ou de faire différemment, soit je veux rester dans la dynamique globalement dans laquelle j'étais, mais là, il faut que je me réinvente et que je propose de la valeur supplémentaire. Il faut que je propose quelque chose qui va plus loin. Et alors, je ne sais pas comment est le marché du travail dans les autres pays en ce moment, mais ici, par exemple, au Canada, et particulièrement au Québec, il y a énormément de travail qui est disponible. Il y a énormément de postes qui sont disponibles et il y a beaucoup de postes vacants sur plein d'activités différentes. Ça veut dire que si vraiment tu as besoin de gagner de l'argent pour payer tes factures et maintenir ton niveau de vie, tu as ce qu'il faut dehors. Dire du travail, tu vas en trouver, c'est absolument pas un problème. Certes, il y a une revisite de la situation employeur-employé, où il y a beaucoup de gens qui se disent « Ok, je veux plus que ce soit comme c'était avant. Je veux plus appliquer sur les mêmes jobs, je veux plus appliquer sur les mêmes conditions, je veux que ça se passe différemment. » Et aujourd'hui, et j'ai vu un sondage passer il y a pas très longtemps là-dessus, il y a plus d'un tiers des postes qui sont proposés où les gens acceptent la proposition, ils signent le contrat et ils ne se présentent pas le premier jour de leur emploi. C'est-à-dire qu'ils ont décroché une job, ils sont passés devant d'autres candidats, ils ont négocié leur salaire, ils ont négocié leurs conditions, et le jour J de commencer le travail, ils n'y vont pas. Et il peut y avoir X raisons. D'accord? Il peut y avoir un problème familial, un problème de santé, un problème de déplacement, un problème de ceci ou de cela. Mais c'est aussi le signe de sors de ton système de réaction. T'as trouvé un emploi que tu cherchais à la base, t'as négocié, assume tes décisions, va jusqu'au bout. T'as le droit de changer d'avis, mais assume tes décisions. Et en fait, un tiers des postes qui sont fournis deviennent inoccupés parce que la personne qui a signé le contrat n'était pas là, n'est jamais venue, n'a pas appelé, s'est jamais présenté. Et ça, c'est aussi un signe justement de cette crise qu'on est en train de traverser. C'est un signe il y a une transformation qui est en train de se produire. Et que toi qui nous écoutes, que tu sois employeur, donc chef d'entreprise, ou que tu sois employé et que tu cherches potentiellement un travail, prends ça en considération en disant, OK, mon environnement est en train d'évoluer, les choses sont en train de changer. Est-ce que je veux subir ce changement? Est-ce que je veux y participer activement en définissant mes conditions? Ou est-ce que je veux pouvoir créer quelque chose de différent? Et je crois profondément qu'il y a énormément de choses dans cette crise qui vont être très, très positives et qui vont apporter plein de changements pertinents. Mais encore une fois,
C'est est-ce que toi, tu vas participer au changement de façon à obtenir ce qui t'intéresse le plus. Parce que une période de crise, c'est une période de réajustement. Et ça veut dire que une partie ou plus des règles avec lesquelles on fonctionnait vont être remises en question. Si tu ne t'engages pas en conscience, si tu sors pas de cette anxiété généralisée par rapport à tout ce qui peut se passer, que t'arrêtes pas de te gaver des informations de merde qui circulent de partout, ben en fait, tu ne pourras pas prendre ton pouvoir et tu ne pourras pas choisir, parce que là, c'est le temps de la négociation. C'est le temps de faire des choix. C'est le temps de dire, maintenant, je veux ça, je ne veux plus ça, je veux aller là, je veux avoir telle et telle condition. Parce que, en fait, un temps de crise, c'est tout ce qui dirigeait à ce moment-là le monde est remis en question à plusieurs niveaux. Et en fait, c'est nous, en tant que citoyens du monde, en tant qu'utilisateurs, utilisatrices, qui allons pouvoir déterminer c'est quoi le chemin à suivre, c'est quoi la suite, en fait, de l'aventure. Donc, un temps de crise, c'est vraiment une opportunité de repenser, de revoir, de revivre les choses différemment et de se responsabiliser. Voilà, si je devais résumer, pour pas que je parte trop loin, mais se responsabiliser. Parce qu'il y a des choses très curieuses comme celle de j'ai signé mon contrat puis en fait je me présente jamais. Moi je trouve ça vraiment très curieux. Le signe pas si t'as pas envie de prendre la job, c'est plus simple. Mais tout ça, ce sont des signes il y a du changement, il y a ceux qui vont le subir, puis il y a ceux qui vont le choisir. Dans quel camp tu veux te retrouver, toi qui nous écoutes. Ouais, exactement, Julien. Et d'ailleurs, tu vois, on parle de plein d'autres types de crises, mais ce que tu dis là, comme quoi les crises, c'est un retour à un certain équilibre, c'est la même chose dans les couples. Souvent, lorsque des personnes vont vivre une crise de couple, des disputes, ils vont avoir un mécanisme de défense, ils vont avoir une réaction de défense par rapport à ça. Et ils vont pas l'accepter. Alors qu'en réalité, si tu prends le temps d'écouter l'autre, si tu prends le temps de discuter, d'aller au bout de ces choses-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez retrouver un équilibre. À chaque fois qu'il y a une dispute, il y a des mésententes dans un couple, c'est juste parce que à un moment ou l'autre, il y a eu un désalignement, et à ce moment-là, l'un des deux recherche à se réaligner. Et le problème, c'est que si tu ignores ces choses-là en disant non, mais de toute façon, tu es toujours en train de te plaindre, pourquoi tu te plains, tout va bien. Si tu renies ça, c'est à ce moment-là que malheureusement, tu vas aller droit à ta perte, et ça va peut-être même mener à une séparation. Donc c'est ça qui est important à garder à l'esprit. Comme tu dis, Julien, crise, retour à l'équilibre. Un nouvel équilibre. Il y a un changement qui est en train de se passer. Ouais. Tout à fait. Ça ne peut pas rester tout le temps pareil de toute façon. La vie, quand on regarde au travers de l'histoire, au travers de l'histoire de l'humanité, il y a eu de perpétuels renouvellements. Et nous aussi, on va le vivre. Voilà, comme toujours. Et nos enfants peut-être le vivront et encore, et c'est normal. Ça fait partie de la vie. Donc, on a fait le tour rapidement de ce sujet-là, de l'introduire, etc. Peut-être maintenant passer aux astuces qu'on pourrait donner pour pouvoir traverser ces périodes de crise sereinement et pour pouvoir participer à ce renouveau. D'ailleurs, on l'entend souvent, ce mot-là, comme quoi il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place. Comment faire pour marcher vers ce renouveau main dans la main? Et donc, le premier point, ça va être de développer ta résilience, ton anti-fragilité et ta capacité d'adaptation. Les 3 points sont liés, d'accord? Alors, la résilience, ça va être le premier niveau. La résilience, c'est la capacité à se remettre des adversités et à s'adapter au changement. Et c'est un élément clé pour pouvoir survivre et prospérer dans un monde en crise. La résilience, on l'avait dit, c'est un phénomène physique. Si on prend une balle de tennis, qu'on la jette par terre, elle va absorber le choc, donc elle va se déformer, mais elle va pas se casser. Elle va absorber le choc, se déformer et revenir à son état originel. Donc c'est ça la résilience. On vit une difficulté et on a cette capacité de rebondir pour revenir à notre état originel. Le niveau supérieur, c'est l'antifragilité. D'accord? Ce qui va être important une fois que tu as été résilient, c'est d'être antifragile. Et ça, c'est un concept introduit par Nassim Nicolas Taleb qui veut que, en plus de résister au choc, on va s'améliorer et se renforcer à travers ces chocs-là. Ça veut dire qu'à chaque choc subi, on va gagner en force, on va se renforcer, on va évoluer. Et donc ça, c'est 2 points qui vont être hyper importants parce que justement, dans cette période de changement, il va être important d'être résilient, il va être important d'être antifragile en se renforçant, en se réadaptant, en se réinventant. Et c'est ça
qui va être à l'origine de ta capacité d'adaptation. Une phrase qui devait résumer l'antifragilité, c'est « ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Plus fort. Aussi, peut-être un autre point, ça va être d'appliquer cette stratégie ou cette philosophie d'Épictète qui est d'apprendre à faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. S'il y a des choses qui sont sous ton contrôle, agis, pose des actions. Il n'y a aucun souci. Mais si quelque chose est hors de ton contrôle, que ça ne te concerne pas, ok, accepte ce changement, cette crise, elle est hors de ton contrôle. D'accord? Donc accepte-la. Par contre, derrière, toi, reconcentre-toi sur ton pouvoir, sur ce que toi tu peux poser comme action. Et c'est ça qui fera la différence. Et puis le dernier point de ce premier point, d'accord? Ça va être d'apprendre à voir la beauté cachée derrière les difficultés. On l'a dit tout à l'heure, c'est dans les moments difficiles que l'humanité a été capable de se réinventer et d'évoluer, parce que tout ce qui stagne finit par pourrir. Exactement. Merci pour ça, Samir. Deuxième point qu'on souhaitait te partager, en fait, c'est d'apprendre à développer les forces que tu as et les forces que n'importe qui peut développer pour les mettre à contribution. Et mettre cette contribution pas seulement à titre personnel, juste orienté de manière égocentrée sur toi-même, mais de mettre aussi à contribution autour de toi. Et là-dessus, avant d'aller plus loin, c'est peut-être aussi ce qui est une des clés essentielles dans une situation de crise, quand tu te focuses sur les autres et que tu cherches à pouvoir apporter un maximum de valeur au travers de tes actions, de tes choix, de ton attitude, de ta façon d'être, de parler, de soutenir, de tes partages, eh bien c'est là en fait où tu vas prendre toute la place. Et c'est là où tu vas exceller. C'est dans ces moments en fait où tu es plus orienté sur le fait de pouvoir rendre service et de le faire de façon intelligente, c'est-à-dire que tu ne te donnes pas à corps perdu, mais tu donnes avec une optique stratégique de dire voilà, je vais pouvoir donner des choses et en échange, c'est possible que je puisse en avoir un retour. Eh bien, si tu développes tes forces de façon à les mettre à contribution autour de toi, eh bien, tu vas passer à travers la crise avec beaucoup plus de facilité que n'importe qui se concentrerait finalement sur son nombril. Donc, la question reste toujours la même. Si tu soulèves ton t-shirt, ton chandail, ton pull, ce que tu veux, et que tu te regardes le nombril, est-ce que le soleil tourne autour ou pas? Et si la réponse est ça tourne pas autour, c'est que t'es pas le centre du monde, et donc que tu as tout intérêt à t'occuper de ce qui se passe autour de toi, et d'apporter de la valeur aux gens autour de toi. Ouais. Donc, en développant en fait tes forces, tu vas pouvoir aller de l'avant. Tu as probablement des compétences techniques, tu as probablement des connaissances que tu peux faire grandir en plus. C'est pas comme si aujourd'hui on vivait dans un monde où l'accès à la connaissance était ultra simplifié. Il y a des compétences alors de survie que tu peux bien sûr développer, des compétences interpersonnelles, de communication, de collaboration, de relationnel, des compétences de transmission, des compétences de réalisation. Il y a énormément de compétences, de qualités, de talents que tu portes en toi, et que si tu y mets du cœur pour les mettre à jour, t'appuyer dessus, les développer encore plus, tu vas te rendre compte en fait que tu vas faire partie des personnes qui seront utiles en fait dans ces situations de crise. Et parce que tu seras utile, tu vas avoir de la valeur. Et parce que tu auras de la valeur, tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu et tu vas pouvoir en tirer profit. Alors quand on dit tirer profit dans une situation de crise, c'est pas négatif, c'est pas dire oui mais je veux pas prendre sur les autres, puis je veux pas blesser les autres, puis je veux pas être la personne qui va piquer la place du machin du truc. C'est pas l'idée. Mais c'est de comprendre que t'es dans une barque avec d'autres personnes. La barque elle est en train de couler. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que par solidarité tu coules avec tout le monde? Ou est-ce que tu prends en fait ton courage à deux mains, tes compétences, tu les mets à contribution des personnes qui veulent avancer avec toi? Mais celles qui ont envie de couler, tu peux pas les obliger. Tu peux pas les forcer. Donc concentre-toi sur toi, mais garde en tête que tu ne le fais pas de façon égocentrée. Tu le fais pour avoir un impact sur le monde qui t'entoure, d'apporter des choses. Tu prends pas toute la place, tu prends pas toute la lumière, mais tu mets tes compétences en avant et tu les mets au service des autres, au service de ta communauté, au service d'un groupe, au service d'une cause, parce que
plus en fait, chacune, on va mettre nos talents et nos forces à disposition de comment la société doit se construire face à ces situations de crise, plus en fait, on va rendre résiliente, et même plus que résiliente, on va rendre l'humanité antifragile. Ce que l'humanité peut représenter avec les différentes communautés qui en font partie, avec les différentes dynamiques, on va pouvoir la rendre antifragile. Et en vrai, si on regarde avec toutes les périodes de crise qui ont été traversées, que ce soit les guerres qui ont éclaté à travers le monde, que ce soit les épidémies qui ont dévasté plusieurs pays, que ce soit des catastrophes naturelles qui ont tué des milliers, voire des millions de personnes au travers des âges, si c'est pas des milliards. Bah, si on en est là où on en est aujourd'hui, c'est parce qu'on a su faire preuve de résilience, mais aussi d'antifragilité, parce qu'à chaque fois, on a su progresser, on a su avancer, on a su aller de l'avant. Donc toi, si tu veux pouvoir survivre à un état de crise, bah c'est aussi ça qu'il faut mettre en avant. Et on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais un point commun chez toutes les personnes qui vivent une situation de type dépression, par exemple, Ouais. eh bien on retrouve chez toutes ces personnes une tendance systématique à s'orienter sur elles-mêmes. Moi j'ai vécu ça, moi je souffre, moi c'est difficile, moi c'est compliqué, moi ceci, moi cela. Et de manière systématique également, dans le processus de retour à un état stable, eh bien on a ce retour de je ne me concentre plus sur moi et ma situation, mais je me concentre sur le groupe qui m'entoure, je me concentre sur l'extérieur, je me concentre en fait sur qu'est-ce que moi je peux apporter autour de moi. Alors attention, on ne fait pas de raccourci ici. La dépression que j'évoque là est une maladie. C'est une maladie mentale, c'est un trouble, ça ne se change pas du jour au lendemain. On ne se réveille pas un matin en étant dépressif en se disant bon à partir de maintenant je me regarde plus le nombril puis je m'occupe des autres. Non, c'est tout un process, mais c'est vraiment de comprendre que le chemin qu'on peut prendre parfois dans des situations de crise qui nous amènent à nous renfermer sur nous-mêmes. Et c'est pour ça aussi, il faut pas se leurrer qu'on voit les extrêmes politiques qui ressortent de plus en plus et qui prennent de plus en plus de place. C'est parce que tout simplement ça se renferme parce qu'il y a crise. Et ben en fait l'idée c'est au contraire, oui on s'intéresse à soi, mais c'est au contraire de se dire mais comment est-ce que on peut finalement prendre plus nos compétences, nos talents, nos forces et les externaliser dans le sens où on les oriente vers l'extérieur. On les pousse vers ce qui nous entoure pour pouvoir agir et relever les défis et prospérer en fait tous ensemble. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, on le voit au travers de l'histoire, à chaque fois, les centres de connaissances et les pouvoirs ont changé de main. C'est si on remonte beaucoup plus loin, il y avait Rome, et à Rome, il y avait des personnes qui venaient d'un peu partout dans l'Empire romain, qui ont travaillé avec les Romains aussi pour construire cette civilisation. Il y a eu l'Égypte. L'Égypte, il n'y avait pas que des Égyptiens, il y avait aussi des personnes qui venaient d'un peu partout. Il y a eu l'âge d'or islamique, où on avait des savants aussi venus d'Europe, pendant qu'en Europe, c'était l'obscurantisme, qui venait, qui participait à ce savoir, qui étudiait, tu sais, qui participait vraiment à cette évolution du savoir. Et puis après, ça a changé, c'est revenu en Europe avec la Renaissance. Donc en fait, on peut le voir en fait, c'est que quand tu es dans une période de crise, il y a en réalité une opportunité. Mais cette opportunité, tu ne pourras la saisir que si tu as cette capacité à t'inventer. Si tu résistes, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que tu vas être brisé. Honnêtement, tu vas te briser tout seul. Et tu vas peut-être même, tu sais, on peut aller encore plus loin. On peut aller, tu sais, à l'époque de la grande extinction, les animaux qui ont réussi à survivre, c'est des animaux qui se sont adaptés. S'il y a eu l'extinction des dinosaures, c'est parce que les dinosaures n'ont pas eu cette capacité d'adaptation. Donc encore une fois, est-ce qu'on a envie d'être des dinosaures ou est-ce qu'on a envie d'être ceux qui vont construire l'avenir en fait? Ouais, d'ailleurs c'est un super bon point et ça me fait repenser à une émission que j'avais regardée sur les dinosaures justement, Ouais. où ils expliquaient que en fait les dinosaures n'ont pas disparu du jour au lendemain. Mmh. Parce qu'il y a eu effectivement a priori cette météorite géante qui est arrivée sur Terre, qui a créé Moi, je un pense que c'était impact c'est un une mode de manque. fromage.
viande. C'est probablement, ça devait être un fromage à trous, ou peut-être un bleu, je ne sais pas, quelque Je ne chose. sais pas. Cette disparition ne s'était pas produite suite à un cataclysme. Alors bien sûr, il y a eu le cataclysme et il y a eu la disparition d'énormément d'espèces, végétales et animales, Mm. mais ça a pris ensuite encore des années et des années avant que finalement le règne des dinosaures disparaisse et arrive à sa fin, parce qu'ils n'ont pas su justement s'adapter. Ouais. Ils n'ont pas su s'ajuster. Et pas tous d'ailleurs, puisqu'il y a des animaux aujourd'hui qui descendent tout droit des dinosaures, qui remontent justement à cette ère, où finalement ils sont représentatifs de... En fait, tous les dinosaures ne se sont pas éteints le jour où il y a la météorite qui a débarqué sur la planète. Et à travers ça, c'est de comprendre que il y a la force de l'évolution et les espèces qui sont les plus résistantes et les plus débrouillardes vont réussir justement à survivre à travers une crise. Mais c'est de voir aussi qu'on a cet avantage d'avoir la capacité de réfléchir, de progresser, d'apprendre, d'aller de l'avant et donc de pouvoir grandir en fait à un moment donné où on se dit ok, il y a du changement, qu'est-ce que je peux faire soit pour m'ajuster, m'adapter ou alors prendre une direction qui est différente. Ouais. D'ailleurs, Julien, on a l'habitude d'emprunter la DeLorean du professeur Emmett Brown. Une fois, on était Oui. passé à l'époque des dinosaures, là justement, avant l'extinction, et on avait assisté à une conférence de Zemosaurus Rex, bon, pour la petite blague. Et c'est de sa faute, hein. C'est lui qui est en train de prêcher toutes ces choses-là. Je Oui, plaisante. oui, d'ailleurs, je pense qu'il a dû même se réincarner. Elle était De la même facile, famille. excuse-moi. Non, je la trouve Je pouvais pas excellente. m'en empêcher. Bon, après, le problème, c'est que ça va peut-être déranger quelques oreilles, mais c'est pas Oui, grave. ça va Je peut-être pense déranger qu'on quelques tient quelque oreilles. chose. Bon, allez, je me reconcentre. On va repartir peut-être sur le troisième point. Donc, en fait, il y a 3 forces importantes qui pourraient être intéressantes de développer en cette période de crise. C'est l'optimisme, la persévérance et l'altruisme. Alors, l'optimisme, c'est une attente positive de l'avenir et ça diffère du positivisme. Vraiment, faut apprendre à faire la différence. Le positivisme, c'est vraiment de voir que le positif. C'est le monde des bisounours. Voilà. Et on prend pas en considération peut-être les mauvaises choses qui pourraient arriver sur notre chemin. Donc on peut pas anticiper. L'optimisme, lui, c'est un mélange de positivisme et de réalisme. Parce que on va être optimiste vis-à-vis de l'avenir, en la capacité d'aller vers un monde meilleur, d'aller vers quelque chose de meilleur, mais en même temps, on prend en considération les difficultés qui vont se présenter à notre chemin. Et ça, au moins, ça nous empêche de tomber dans certaines attentes qui pourraient, malheureusement, nous détruire. Parce que les attentes, ça tue. La majeure partie du temps, lorsque tu souffres de quelque chose, c'est parce que tu avais des attentes qui étaient au-delà même de ce qui peut arriver, en fait. Tu avais des attentes qui étaient trop grandes. Mhm. Et malheureusement, ces attentes n'ont pas été satisfaites. Donc, qu'est-ce qui se passe? Derrière, tu vas expérimenter des émotions hyper négatives et tu vas avoir des difficultés à pouvoir faire preuve de résilience. Ouais. Ensuite, le deuxième point, j'ai dit, c'était la persévérance. La persévérance, c'est la capacité à rester engagé et à continuer malgré les obstacles. Et ça, c'est une autre clé importante de la résilience parce que ça va forger ton autodiscipline, ça va forger ton courage et tu vas avoir cette capacité justement d'avancer contre le vent. Même s'il y a du vent, tu continues d'avancer et tu vas jusqu'au bout. Et ça, malheureusement, à notre époque, beaucoup de personnes ne développent pas cette persévérance et n'ont pas cette autodiscipline pour pouvoir avancer. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'habitude d'être servi sur un plateau d'argent. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on l'a entre les mains. Et ça va être vraiment important de le développer. Parce que sinon, malheureusement, tu vas pas pouvoir aller au-delà de cette crise. Troisième point, on a dit que c'était l'altruisme. Ça rejoint ce que tu avais dit tout à l'heure, Julien, avec le fait de partager ses compétences avec les autres. L'altruisme, c'est le souci désintéressé du bien des autres. Et en fait, ça peut nous aider à rester connectés et à soutenir les autres durant ces périodes de crise, parce qu'on prend en compte une réalité absolue, c'est qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Si le bateau coule, on coule tous en même temps. Et moi, ça me rappelle une citation de Martin Luther King qui nous disait « Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères.
Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Et on pourrait ajouter justement à cette citation le fait d'apprendre à nous entraider comme des frères. Parce que on a beau être différents, on a beau voir nos différences, on a beau se dire oui, mais lui, il est pas comme moi et de toute manière, ça peut pas fonctionner. Si le bateau coule, on a tout intérêt à travailler tous ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment 3 forces hyper importantes et ça va développer ta résilience, ton antifragilité et ta capacité d'adaptation. Exactement. Merci Samir pour ça. Je t'en prie. Un autre point qui pourrait être important, on en parle très régulièrement, et peut-être qu'à l'occasion on pourra inviter Sandy à en parler, Ouais. puisque c'est une grande spécialiste du sujet. Oui. L'importance de la gratitude. La gratitude, c'est un sentiment qui est vraiment très puissant, et surtout, c'est un sentiment qui nous permet de redonner du sens, un sens différent aux expériences qu'on est en train de vivre, celles qui sont à venir, celles qui sont passées aussi. Et en changeant le sens, on change le rapport. En changeant le rapport, on change les réactions qu'on va avoir, les choix qu'on va faire, les décisions qu'on va prendre. On change l'expérience qu'on va vivre. Une étude menée par Robert A. Emmons, professeur à l'Université de Californie à Davis, et son collègue Michael E. McCullough de l'Université de Miami a démontré l'impact puissant de la gratitude sur notre bien-être de manière générale, notre bien-être et notre épanouissement personnel. Dans cette recherche, les participants ont été divisés en 3 groupes, et pendant 10 semaines, un groupe devait écrire sur des événements pour lesquels ils étaient reconnaissants, un autre sur des événements sur lesquels ils avaient été contrariés, et le dernier, qui était le groupe témoin, n'avait pas en fait d'événements particuliers, c'était noter des événements, mais il n'y avait pas d'impact émotionnel. Le résultat, au bout de ces 10 semaines, eh bien, ils sont sans équivoque. C'est-à-dire que les personnes qui exprimaient régulièrement de la gratitude se sentaient plus optimistes que avant, de manière générale, et ceux qui avaient marqué des événements négatifs étaient beaucoup plus impactés et voyaient les choses sous un angle beaucoup plus négatif également. Donc en fait, en donnant de la valeur, en valorisant les choses qui peuvent se produire dans notre quotidien, que ce soit des petits événements, des petites choses simples de la vie, ou des moments plus importants, plus grands, plus forts, eh bien en fait on peut augmenter notre niveau de satisfaction générale, donc notre bonheur, tout en minimisant l'impact des moments qui sont difficiles. Parce que, encore une fois, l'idée, ce n'est pas de se dire « je veux vivre au pays des bisounours où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté ». Mais c'est vraiment de mettre naturellement plus notre focus sur ce qui va nous permettre de nous épanouir, de nous sentir bien, ce qui va en fait permettre à nos ressources, à nos capacités, nos talents, nos forces d'émerger. Parce que en situation de crise, ce sont nos mécanismes de défense qui se mettent sur le devant de la scène. Et donc nos capacités, nos talents, nos forces, c'est mis complètement de côté. Il suffit juste de prendre un exemple tout simple. Vous êtes à l'école, vous avez eu des super notes toute l'année, vous connaissez par cœur vos cours, vous êtes vraiment au point. Vous passez un examen. Cet examen est très 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 important pour vous. Et vous êtes ultra stressé. Vous êtes en panique à l'idée de le louper. Vous êtes devant votre copie, vous ne vous souvenez plus de rien. Vous n'êtes plus capable de fournir tout ce que vous étiez capable de fournir durant votre année scolaire. Pourquoi ? Parce que la situation de crise dans laquelle vous êtes bloque complètement vos ressources et donne de la place à quoi ? Vos stratégies de défense, vos automatismes, vos mécanismes pour sortir justement de cette situation de crise sans pouvoir accéder à vos ressources. Et en fait, plus vous pratiquez la gratitude, donc plus toi qui nous écoutes, tu pratiques la gratitude, plus en fait, tu te donnes de chances de connecter avec tes ressources, de connecter avec tes forces, avec tes talents, avec tes capacités, pour tout simplement prendre des meilleures décisions, faire des meilleurs choix, limiter les réactions automatiques défensives et négatives, mieux maîtriser ton discours intérieur, mais ton discours extérieur aussi, tes interactions sociales, avoir de meilleurs résultats, progresser, apprendre plus facilement, faire preuve de beaucoup plus de résilience et d'antifragilité. Fait que t'as tout à gagner, toi qui nous écoutes, à être beaucoup plus dans la gratitude au quotidien. Et même si ça peut être difficile, parce que on traverse en ce moment une période qui est pas évidente pour qui que ce soit, peut-être que toi qui nous écoutes, tu as subi de plein fouet justement cette crise sanitaire et que l'isolement qui a été la suite
finalement de ce début d'épidémie mondiale, de pandémie même exactement mondiale, bah peut-être que tu en as souffert énormément. Et je pense malheureusement qu'on n'a pas fini de voir les séquelles justement Mmh. de ces 2 années d'isolement chez beaucoup de personnes. Ça va ressortir malheureusement dans les mois et dans les années qui viennent, mais ça a fait des dégâts monstrueux. Je ne sais même pas si il y aura des études qui seront rendues. Alors elles seront publiques probablement, mais elles seront pas communiquées par les médias. Peut-être, je ne sais pas. Ça serait bien, je pense, pour justement mettre à jour tous les troubles que ça va engendrer. Et que si toi, tu as subi de plein fouet cette situation-là et que tu l'as mal vécu, parce qu'il y a des gens qui l'ont très bien vécu et il y en a d'autres qui Mmh. l'ont très mal vécu. Je me rappelle de ce petit dessin là, ça m'a fait beaucoup rire. Quand on regarde le dessin, quand on pense à ce qui se passe derrière, c'est beaucoup moins drôle. Mais quand tu vois le dessin où finalement t'as une personne extravertie à fond qui est en train de Ouais, pleurer dans son salon parce qu'elle peut connecter avec personne, puis c'est la fin du monde, et t'as l'introverti qui a juste des étoiles dans les yeux en train de se dire putain ça y est, j'ai plus l'obligation de sortir, j'ai plus à dire exact. non pour les invitations, tout le monde me fout la paix, c'est le paradis. Et et en fait, c'est ça aussi, c'est il y a des gens qui sont passés à travers cette période-là où ça a été beaucoup plus facile que pour d'autres personnes. Et Ouais. si jamais tu fais partie de l'autre groupe qui a subi et qui a souffert en fait de cette situation-là, bah, sache que la pratique de la gratitude au quotidien peut faire clairement une différence et ça va t'aider dans n'importe quelle situation de crise à justement aller de l'avant. Et je vais te faire un petit partage ici. La pratique de la gratitude, ça fait maintenant, je pense, facilement quinzaine d'années, quelque chose comme ça, que je le fais très très régulièrement et de façon systématique, mais vraiment systématique, à chaque fois qu'il y a une situation de crise, quelle qu'elle soit. Dès qu'il y a une situation de crise, oui, je le sais, j'ai un tempérament anxieux, c'est Mmh. le mode de fonctionnement de base de mon cerveau, c'est que si je ne fais pas attention à ce que je pense, à ce que je fais, à mon rythme, à comment je m'organise, bah c'est sûr que je vais glisser vers ça. Mais systématiquement, en situation de crise, il y a l'anxiété qui arrive, il y a le malaise qui s'installe. Le premier réflexe que j'ai développé avec les années, c'est d'écrire dans mon journal de gratitude quelle est la gratitude que j'ai dans cette situation de crise. Et c'est une gratitude qui est orientée bien sûr sur ce que j'ai déjà, mais c'est surtout orienté sur ce que je vais avoir et vivre, ce que je vais pouvoir obtenir, comment est-ce que je vais grandir de ce moment-là. Et je peux te garantir que ça fonctionne. C'est un truc de dingue comment ça fonctionne. Ça Mmh. change complètement le regard que tu poses sur la situation dans laquelle tu te trouves. Ça n'anesthésie pas tes émotions. C'est-à-dire que tu peux continuer à être triste, à être inquiet, à te poser des questions, mais il y a une partie de toi qui te permet d'entretenir cet espoir, parce que la gratitude permet d'entretenir de l'espoir sur la suite, et en fait, de voir plus facilement les opportunités, de prendre plus facilement des décisions qui ne pourraient pas être prises si tu étais encore en état de crise. Donc la gratitude, c'est ultra puissant, utilise-la. Ouais, exactement. J'ai aimé justement l'exemple que tu as pris avec, la période de confinement Mhm. et justement, c'est peut-être là aussi qu'on peut voir alors je vais pas être catégorique dans ce que je dis, mais les personnes qui ont eu cette capacité à s'adapter pendant le confinement ont peut-être justement une résilience qui est beaucoup plus forte que ceux qui ont eu du mal. Après, il y a aussi, comme tu dis, Julien, l'introversion et l'extraversion qui a joué. Pour un introverti qui Mhm. soit résilient ou pas, il était très bien dans son environnement. D'ailleurs, c'est pendant cette période-là qu'on a fait la formation de maître praticien pour la première fois, Julien. Oui, et puis d'ailleurs pour la petite histoire, c'était assez drôle parce que bah, sur le moment, j'ai pas beaucoup rigolé, mais Ouais. c'était assez drôle parce qu'en fait, il y avait plusieurs choses qui fonctionnaient super bien. Mais vraiment, ça fonctionnait super bien. J'avais plein de rendez-vous, je m'étais engagé sur certaines activités, puis vraiment, ça roulait super bien. Et je pense que c'est 2 mois avant que la Covid ne débarque que j'ai pris la décision, en conscience, hein. J'ai dit, bon, je veux pouvoir monter ce programme, je veux pouvoir lancer cette formation, et pour ça, il va me falloir du temps. Il va falloir que je retravaille tout le contenu, il va falloir que je fasse mes révisions, que je reprenne mes cours, que je reprenne certains bouquins, et en fait, j'ai trop de choses dans mon agenda, je peux pas tout faire.
Donc 2 mois avant que la Covid débarque, je prends la décision de mettre fin à énormément de choses sur lesquelles j'avais commencé, j'étais en cours, etc. Donc j'ai fini tout ce que j'avais à faire, hein, je me suis pas arrêté en plein milieu, mais j'ai pas été chercher plus, j'ai pas renouvelé ce qui existait déjà, j'ai juste dit, je pars dans une direction un petit peu différente, j'ai à cœur de développer ce cours-là, et ça va me prendre beaucoup de temps, et il me faut presque 100% de mon temps pour que je puisse me concentrer là-dessus. Donc je prends une pause, je pense à 2-3 semaines, histoire vraiment de me reposer, parce que la période de fin d'année avait été vraiment intense. Et puis je commence à me mettre à travailler. Puis tout va bien. Tu sais, c'est le début d'année, on est avec nos envies, on a nos projets. Puis tu sais, j'avance, et puis je pars avec mes bouquins à la bibliothèque, je vais en emprunter d'autres, je regarde mes cours, je reprends mes notes, je vais regarder des séminaires, etc. Bref, je refais le tour de tout, et puis tu sais, c'est comme, oh c'est super, ça avance, j'ai mis sur pause plein de trucs, j'ai vachement plus de temps. Et là, t'as la Covid qui débarque. Et là, le monde entier est en train de te dire, c'est fini, il n'y a plus rien qui tourne, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus personne qui a d'argent, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et là, tu te dis, mais ok, là, l'univers, tu me fais une blague. J'ai tout lâché il y a 2 mois parce que j'ai envie de m'engager dans autre chose. Je viens d'investir énormément pour pouvoir mettre ça en place le plus rapidement possible. Et là, tu es en train de me dire que le monde me fait un gros fuck en me disant qu'il n'y a rien qui va être possible, puis que de toute façon, c'est foutu et que ça marchera pas. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai tenu, ce journal de gratitude, et je me suis concentré sur cette gratitude ça veut dire que j'ai du temps. Ça veut dire que j'ai moins d'obligations qui vont tomber. Ça veut dire que je vais avoir moins de choses qui vont être à faire parce qu'il y aura plein de trucs qui seront fermés. Donc, je vais me concentrer. Donc, je vais aller de l'avant. Et le résultat est que, aujourd'hui, on collabore sur cette nouvelle entreprise. Enfin, nouvelle entreprise qui est ouverte depuis quelques mois maintenant, depuis qu'on s'est associés. Mais le Maître Pratt, il a vu le jour. Je pense que ça doit faire la 4e année. Ouais, ça fait 4 ans maintenant, ouais. Ça Exact. doit faire 4 ans, ouais, c'est ça. Ouais. C'est la 4e année, et en fait, ça aurait pu complètement me péter à la tronche. Tu sais, Mmh. ça aurait pu être la pire décision de toute ma vie de dire, j'arrête ce que je fais, même si ça fonctionne super bien, pour aller sur un autre projet, parce que ça me fait envie, parce que ça fait des années que ça me travaille, parce que l'occasion se présente de se dire, ok, maintenant on y va. Et en fait, ça tombe pile au moment où t'as la crise qui éclate, et que, bon, en tout cas, la première crise sanitaire, en tout cas, qui éclate, avec tout ce que ça implique. Et c'était quelque chose. Donc maintenant, j'en rigole beaucoup, mais sur le moment, je me souviens le cul posé sur mon canapé, en train de me dire, je suis dans la merde. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis Je dans la merde. je comprends. Moi, ça allait parce que j'étais déjà dans la merde à cette époque-là avec mon premier projet, la startup, donc ça va, tu vois. T'étais J'étais déjà juste dedans. content, j'étais déjà dedans, ouais. Donc je me suis dit bon, c'est ok, c'est très bien, je vais me concentrer pleinement sur le maître praticien. Mais c'est vrai que ouais, moi j'ai apprécié cette période. J'ai apprécié cette période parce que ça m'a permis vraiment de faire beaucoup de choses en ligne, au travers des formations que j'ai Ouais. pu donner, les ateliers que j'ai pu donner dans des incubateurs. J'avais continué de participer à cette startup, effectivement, même si c'était pas facile, mais c'était une période où je me suis énormément formé. Donc, mais voilà, le tout en fait, c'est comme tu dis, Julien, développer la gratitude. Ça aide Le journal de énormément. gratitude est un puissant outil. Maintenant aussi, si tu as déjà des convictions, tu crois en Dieu, bah en fait peut-être aussi de développer cette spiritualité, parce qu'il faut savoir que la gratitude, c'est lié à la spiritualité. Que tu De toute sois façon. croyant en Dieu ou pas, la gratitude est une forme de spiritualité. Développe-la à ta manière, c'est avec ta façon de voir les choses, et tu verras qu'en fait ça c'est ce qui te permettra d'avancer. Et c'est ce qu'on dit, tu sais, très souvent, c'est que la foi, elle aide à déplacer des montagnes, et la gratitude, c'est une forme de foi. Complètement. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le Attends. tour du poteau? Ouais, je pense qu'on a fait le tour du poteau. Ouais. Et comme le dirait Zemosaurus, bah voyons, bah voyons. Donc, toi qui nous écoutes, ce qu'on va t'inviter à faire, ça va être de liker, de partager, de commenter ce podcast si tu as aimé, et surtout, si tu as envie, toi aussi, de participer à ce mouvement afin d'apporter de la magie dans le monde. Absolument. Très important.
Crois au maximum en ton potentiel et n'oublie pas d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À prochaine. la prochaine.